essayer de mettre un pointeur. Donc, merci pour l'invitation. Alors, il me semble qu'on avait déjà fait une présentation il n'y a pas très longtemps de Peer Community In chez vous, il y a quelques années. Alors, j'espère qu'il y aura quand même des nouveautés, ou j'espère que ceux qui sont là aujourd'hui, c'est ceux qui n'étaient pas là la dernière fois. Ah, pardon, je suis désolée, il y a déjà une question. Ah, ok. Martine, je t'en prie. Je te vois lever la main. Effectivement, j'ai assisté, moi, à une communication. Je voulais savoir justement si vous aviez montré que vous aviez progressé. J'espère. Alors, c'est bien, je vous écoute avec plaisir. J'espère. Il y aura des choses nouvelles. Ouais, je ne vais pas raconter exactement la même chose que la dernière fois. Donc, bien sûr, on est... Voilà, vous me direz à la fin si ça valait le coup ou pas. Bien sûr que non. donc j'y vais. Mais oui, vous allez voir, à partir de la moitié, ça change sensiblement. Donc, je vais vous parler de Peer Community, PCI, donc, qui a été fondé en début 2017 par Denis Bourguet, Benoît Facon et moi. Donc, 3 chercheurs INRAE. Et puis, récemment, Marjolaine Hamelin nous a rejoints. Elle est en gros managing editor de Peer Community et nous support officer, etc. Donc elle est ingénieure INRAE et elle travaille pour nous, pour PCI, pardon. Et PCI, en une phrase, c'est a free recommendation process of preprints based on peer review, donc un système de recommandation de preprint fondé sur une évaluation par peer review. Alors pourquoi est-ce qu'on s'est mis à travailler là-dessus? Parce que on fait le constat que le système de publication actuel en sciences présente un certain nombre de problèmes, dont une partie qui concerne la qualité de la science. Alors ça, c'est très vrai en écologie et puis en biologie évolutive, mais dans d'autres domaines aussi, hein, mais on a un problème pour publier des résultats négatifs, et donc il y a un gros biais de résultats positifs dans les articles qui sont publiés. Quelque chose qui est assez spécifique de l'écologie et de la biologie évolutive, mais pas seulement, c'est le fait qu'on a assez tendance à raconter des histoires, à faire du storytelling, et à faire de ce qu'on appelle le harking, c'est-à-dire de poser les hypothèses après que les résultats soient connus, ce qui est évidemment pas bon d'un point de vue scientifique. Hein. Et ça, c'est une maladie qui est assez courante en publication, en tout cas dans nos domaines d'études. Un autre problème qui concerne la qualité de la science via les publications, c'est que les méthodes sont souvent peu claires, parfois elles sont carrément pas disponibles. Et c'est vrai également pour les données qui sont souvent non disponibles en écologie, en évolution, et ça pose des problèmes en particulier pour la reproductibilité. Et voilà, la conséquence de ces points-là, c'est qu'on se retrouve avec de 20 à 60% des études scientifiques publiées qui ne sont pas reproductibles. Alors ça dépend du domaine et ça dépend des époques, mais voilà, c'est des pourcentages qui sont assez importants. Une deuxième catégorie de problèmes, c'est le fait que le système de publication est plutôt pas très efficace et assez peu transparent. Alors pourquoi pas trop efficace? Parce que vous savez que on a tendance à soumettre des articles souvent à des revues qui sont un tout petit peu surévaluées par rapport au niveau des articles, et donc en fait on a un système de soumission et de réjection successifs, en cascade parfois même. Et tout ça, ça engendre beaucoup de travail d'évaluation, du travail de reviewer un peu superflu, parce que pas utilisé pour les publications. Et d'autre part, ça rallonge beaucoup les délais pour les lecteurs qui doivent attendre jusqu'à 1 ou 2 ans avant d'être capables de lire des papiers qui sont soumis. Et donc, ça fait beaucoup de gaspillage d'énergie d'évaluation. Et puis, ça pointe du doigt qu'on a un problème pour la disponibilité des reviewers. Vous voyez cette figure ici, là, qui montre que le nombre de reviewers invités augmente assez sensiblement au cours du temps. Et dans cette figure-là, vous voyez que le pourcentage d'acceptation des invitations des reviewers, lui, a tendance à diminuer. Et donc, au total, on se retrouve dans une situation extrêmement tendue dans laquelle les revues scientifiques ont beaucoup de mal à trouver des reviewers pour faire le travail d'évaluation. Et on se retrouve aussi dans une situation où très peu de scientifiques font presque toutes les peer reviews des articles publiés. Et puis, alors, on peut se poser la question du pourquoi. Alors, certainement qu'une des raisons, c'est qu'il y a un manque de reconnaissance de ce travail et un manque de visibilité de ce travail, qui fait que c'est pas très intéressant de reviewer les papiers des autres, en gros, quoi, dit vite fait.
Le système, donc, est, ce que je disais, pas très efficace d'une part, et puis peu transparent. Hein. Les reviews, en général, ne sont pas publiques, elles ne sont pas publiées. Les décisions éditoriales ne sont pas publiées non plus, donc les lecteurs ne peuvent pas les voir. Les éditeurs, souvent, ne sont pas connus. Et puis, un autre point qui est important dans les évaluations, c'est que les conflits d'intérêts ne sont souvent pas publiés ou pas déclarés du tout, même aux bureaux éditoriaux des revues lors des soumissions. Et donc, on a une sorte de boîte noire comme ça entre la soumission des papiers et puis leur acceptation et leur lecture par les lecteurs. Une autre famille de problèmes est liée au fait que le système de publication actuel est encore assez fermé, c'est-à-dire qu'il y a encore beaucoup de revues scientifiques qui ne sont pas en accès ouvert, qui ne sont pas en open access. On estime aujourd'hui en France qu'environ 60% des revues scientifiques sont en accès ouvert, en sciences techniques et médecine. Et au niveau mondial, c'est à peu près la même chose. Donc ces chiffres-là sont un peu désuets, là. Donc c'est de mieux en mieux. Disons 60% d'open access actuellement, mais ça fait encore 40% des articles qu'on ne peut pas lire à moins de payer ou bien à moins d'avoir des abonnements dans les bibliothèques universitaires et les organismes de recherche. Et c'est certainement lié au fait que les articles sont souvent derrière des paywalls, c'est que le système est très très coûteux. Et vous allez voir qu'il génère des marges, des profits tout à fait surprenants. Donc en France, le système de publication, c'est environ 150 millions d'euros, qui représente à peu près un quart du budget recherche de l'ANR. Et au niveau européen, c'est 3 milliards d'euros, au niveau mondial, 10 milliards d'euros. Donc ça, c'est en sciences techniques et médecine. Hein, donc ça accepte tout ce qui se passe en sciences humaines et sociales. En sciences techniques et médecine, il y a à peu près 3 millions d'articles qui sont publiés par an. Et donc, si on divise les 10 milliards ici, là, par les 3 millions ici, ça fait à peu près 3 000 euros par article, en moyenne, comme coût pour la société pour publier des articles. Juste la publication, évidemment, je ne parle pas de la réalisation de l'article, l'écriture, les recherches et tout ça. Hein, c'est que la publication. Ici, sur ce graphique, je vous montre les profits qui sont réalisés par les différentes boîtes qui publient des articles de 2019. Donc, vous avez ici en bleu des grands éditeurs privés, donc Elsevier, Springer Nature, Wiley et puis Taylor & Francis. Et en vert, vous avez des grosses boîtes de l'économie classique. Et donc, vous voyez que les profits ici sont absolument formidables. Hein. Ils varient entre 25 et 40%. La moyenne pour les 5-6 gros publishers, les premiers, là, c'est environ 35 à 37% de taux de profit, ce qui est très au-delà de tout ce qu'on peut imaginer, et en particulier dans les industries plus classiques. Vous voyez, par exemple, là, on prend des fleurons de l'industrie, hein, Walmart, Toyota, Exxon, où les profits sont tous en dessous de 10%. Il n'y a guère que dans les banques ou dans les GAFAM qu'on peut trouver des profits qui s'approchent un peu du profit des publishers. Donc il y a beaucoup d'argent en jeu et des taux de profit qui sont absolument considérables. Une des raisons probablement est liée au fait qu'on paye 2 fois pour ces éditeurs privés. On paye 2 fois parce qu'on est en train de passer d'un modèle économique qui est fondé sur les abonnements dans lesquels les organismes de recherche payent des abonnements, à un modèle dans lequel le modèle économique est fondé sur l'open access payant avec des article processing charges qui sont payés par les laboratoires. Et dans l'entre-deux, dans la transition, en fait, on a des journaux hybrides dans lesquels on paye 2 fois, c'est-à-dire on paye à la fois les abonnements et on paye l'APC. Donc les journaux hybrides, c'est vraiment le pire du pire de ce qui se fait en termes de modèle économique et dans lesquels voilà, la société paye 2 fois pour lire les articles. Et puis même, en fait, on peut même dire qu'on paye 3 fois, parce que les chercheurs, nous, hein, on est payés par des institutions de recherche souvent publiques, et puis nous écrivons les articles, nous évaluons les articles, nous éditons les articles en tant qu'éditeur en chef, éditeur associé, etc. Et puis on fait même du proofreading ou du formatage, et donc voilà, il y a même 3 fois qui sont payés par article. Et donc, ça peut expliquer une partie du profit qui est réalisé par les publishers. Alors, on pense que les préprints sont une partie de la solution. Donc, les préprints, hein, c'est les articles qui sont écrits avant publication dans les journaux et qui sont déposés dans des serveurs de préprint ou des archives ouvertes. Alors, ils ont des qualités qui sont intéressantes et c'est pour ça qu'on pense que ça peut faire partie de la solution, parce que
les prix leurs coûts sont très très faibles, de l'ordre de 5 à 10 euros par article, donc c'est vraiment très faible. Ils sont gratuits pour les auteurs et pour les lecteurs. Donc ça change quand même beaucoup de choses. Ils sont disponibles immédiatement, il n'y a pas besoin d'attendre publication. C'est une archive pour le futur, il y a une preuve d'antériorité au niveau légal, et puis ils sont cherchables et trouvables sur les moteurs de recherche sur Internet. Donc ça, c'est presque toutes les qualités des articles qui sont publiés dans des revues scientifiques. Le principal problème, et c'est un problème important, c'est un problème de qualité, puisqu'il n'y a pas d'évaluation formelle, il n'y a pas de peer review des préprints. Et donc, au moins théoriquement, on peut trouver un peu n'importe quoi sur les archives ouvertes et sur les serveurs de préprint, y compris des préprints vraiment de qualité très mauvaise. Et ça, on l'a vu effectivement avec le Covid, où on a beaucoup discuté de certains préprints qui étaient en fait tout simplement scientifiquement faux. Et il se trouve qu'ils n'avaient pas été reviewés. Même si la review ne peut pas tout filtrer, hein, on pourra en reparler. Donc on pense qu'il y a besoin de faire des évaluations sur les préprints eux-mêmes si on veut se servir des préprints comme solution à ce problème de publication. Et donc c'est pour ça qu'on... Pardon, oui, il y aurait une question de Marion. Oui, Marion. Oui, bonjour. Je me présente, je suis coordinatrice de l'équipe HAL, donc vous allez tout de suite voir pourquoi j'interviens. Je suis coordinatrice de l'équipe HAL au muséum, donc à la direction des bibliothèques et de la documentation. Ouais. Je voudrais juste préciser, parce qu'on a très souvent justement cette question des préprints qui sont acceptés sur HAL, et je veux juste signaler que malgré tout sur cette question, ça se voit explicitement que c'est un préprint. Voilà, c'est juste, c'est juste pour le signaler, parce qu'on nous dit souvent « Ah oui, mais les préprints, il ne faut pas les mettre en archive ouverte. » Ben, en fait, si vous les mettez en archive ouverte, ça se voit quand même en quand même très gros que c'est un préprint, et c'est marqué explicitement. Voilà, parce qu'on a cette question, et je pense qu'elle rejoint, ce que vous dites là-dessus. C'est très important de le préciser, vous avez bien fait, parce que nous, on est des ardents défenseurs de l'utilisation des préprints. Hein, donc, on est très content que les préprints soient sur les archives ouvertes, et en particulier sur HAL, et puis sur d'autres serveurs de préprint plus spécifiques préprint. Et effectivement, par exemple, dans d'autres cas, si vous prenez BioArchive, par exemple, qui est très utilisé chez nous, là, il y a clairement écrit que, attention, il s'agit de préprints qui n'ont pas subi l'évaluation et la validation par les scientifiques via du peer review. Donc, c'est clairement indiqué. Et ça distingue clairement ce que c'est qu'un préprint de ce que c'est qu'une publication classique. Et donc, c'est important. Donc, on ne prend pas les lecteurs en traître. C'est ça qui est important, quoi. Effectivement. Donc, merci beaucoup pour l'intervention. Et donc, je disais que pour organiser le processus d'évaluation des préprints, en fait, on a créé la Peer Community In. C'est très précisément pour ça qu'on l'a fait. Donc, l'idée de Peer Community In, de PCI, c'est d'organiser des communautés de chercheurs qui organisent l'évaluation via du peer review et qui publient des recommandations de préprints dans leur domaine scientifique. Alors, les préprints en question, ils sont déposés sur BioArchive, sur Zenodo, sur HAL, dont on vient de parler, là, l'archive ouverte française, et sur d'autres serveurs de préprints comme OSF, etc. Et les domaines scientifiques dans lesquels on travaille, c'est l'écologie, et donc ça fait Peer Community in Ecology, la biologie évolutive, la génomique, etc. Et je vous montrerai les différentes PCI qui existent. Alors, comment ça marche? Ça marche d'une manière qui est très similaire à celle de l'évaluation d'articles dans les revues scientifiques, mais avec des différences un peu claires, donc, que je vais vous expliquer. Vous êtes un auteur, vous venez d'écrire un article, vous êtes content ou contente, et vous voulez le faire évaluer. Donc, au lieu de le soumettre à une revue scientifique classique, ce que vous faites, c'est que vous allez le déposer sur un serveur de préprint ou sur une archive ouverte. Et on vous demande, si vous voulez passer par PCI, de déposer également vos données, vos scripts, vos codes, etc. Au même moment. La deuxième chose que vous devez faire, c'est de soumettre votre préprint à une des PCI, mettons Peer Community in Ecology. Si votre article traite d'écologie, en fait, vous soumettez l'URL du préprint. Vous n'avez pas besoin d'uploader le préprint chez PCI, juste le lien, ça suffit. Une fois que vous avez fait ça, ce que vous faites en même temps, c'est que vous suggérez une liste de personnes qui vont pouvoir organiser l'évaluation de votre article. À PCI, on appelle ça des recommandeurs. Dans les journaux, on appelle ça des éditeurs associés, mettons. Nous, on appelle ça des recommandeurs.
Donc, si un des recommandeurs ou une des recommandeuses de la PCI en question est intéressé par votre article, il va pouvoir se saisir de votre article. Si aucun des recommandeurs de la PCI n'est intéressé, votre article ne sera pas considéré pour évaluation. Et ça, c'est vrai s'il n'y a également aucun recommandeur qui est disponible, s'il n'y a aucun recommandeur qui est compétent, etc. Donc, votre papier sortira du processus d'évaluation. Donc, si un recommandeur prend en main l'évaluation de votre papier, alors le papier rentre dans un processus classique d'évaluation. Alors là, c'est très classique. Il invite des reviewers, un certain nombre de reviewers, pour en avoir au moins 2 qui écriront des reviews de qualité, puisque à la fin, on va publier ces reviews, donc il faut que ce soit des reviews de qualité. Et sur la base de ces peer reviews, l'éditeur, c'est-à-dire le recommandeur dans notre cas, va prendre une décision éditoriale. La décision éditoriale, ça va être éventuellement de rejeter votre article. Ça peut être de vous demander de faire des modifications sur votre article. Et si vous faites ces modifications, alors on vous demande de déposer des versions successives de votre préprint sur le serveur de préprint ou sur l'archive ouverte. Et à l'issue de un ou plusieurs rounds de peer review, finalement, le recommandeur peut décider de prendre une décision finale et, encore une fois, soit de rejeter votre article, soit de l'accepter. Donc, mettons que la décision soit d'accepter votre article. Ce qui se passe à ce moment-là, c'est qu'on demande aux auteurs de formater l'article avec un modèle particulier pour qu'on voit clairement que l'article a été recommandé par la PCI, qu'il a été accepté par la PCI, et de déposer cette dernière version sur les serveurs de préprint. Et la deuxième chose qui se passe, c'est que le recommandeur écrit un texte de recommandation qui est un texte relativement court, qui explique le contexte de l'étude et qui explique surtout ses qualités et les raisons pour lesquelles le recommandeur a décidé d'accepter l'article. Donc ça ressemble à un News and Views de Nature. Donc ça, c'est publié sur le site web de la Peer Community, donc mettons Peer Community in Ecology, c'est en open access, c'est publié gratuitement, et puis c'est accompagné de tout le processus éditorial avec les reviews qui ont été écrites par les reviewers, les décisions éditoriales du recommandeur et les réponses des auteurs à chacune des étapes du processus éditorial. Donc tout ça est publié sur le site web avec le texte de recommandation. Et donc, alors déjà, est-ce que vous avez des questions à ce niveau-là sur comment ça se passe à PCI? Parce que c'est quelque chose d'assez important là. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Oui, alors il y a une question de Grégoire. Ouais. Est-ce que vous m'entendez? Ouais. Ouais, merci beaucoup. Est-ce que vous pouvez préciser la qualité du recommandeur, enfin, préciser d'où on tire la personne et ouais, alors ça, on pourra revenir. Parce qu'elle a un rôle quand même super important pour. Ouais, elle a. Reste, en fait. Ouais, tout à fait. Donc, elle a à peu près le même rôle qu'un éditeur associé dans un journal, dans une revue scientifique. Donc, c'est des personnes qui sont désignées par la PCI pour pouvoir jouer ce genre de rôle. Et donc, dans chacune des PCI, il y a ce qu'on appelle un managing board, donc qui contient entre 5 et 10 personnes, mettons. Et ce managing board est chargé du recrutement des différents recommandeurs dans chacune des PCI. Ce qui se passe, c'est que souvent, des chercheurs lèvent la main en disant « moi, je voudrais bien être recommandeur chez vous », et le managing board de la PCI vote, oui ou non, en fonction de certains critères de qualité qu'il a en tête. Et en particulier, c'est est-ce que la personne a fait la preuve qu'elle était capable d'écrire des articles, de conduire de la recherche, de conduire des articles eux-mêmes, et éventuellement, est-ce que ces personnes-là ont de l'expérience éditoriale ou pas, etc. Et donc, ils votent oui ou non sur la candidature du recommandeur. Et c'est comme ça que sont nommés les recommandeurs dans chacune des PCI. Et par exemple, dans Peer Community in Ecology, il y a un grand nombre de recommandeurs. Il y a plus de 400 recommandeurs actuellement dans PCI Ecology. Donc, ce n'est pas un petit club privé fermé, c'est quelque chose d'assez large, avec des gens qui sont considérés comme compétents par les managing boards. Donc voilà, c'est comme ça que sont... Alors, je précise encore un peu. Donc, je vous ai dit, l'auteur, quand il fait sa soumission, il suggère une liste de recommandeurs potentiels. Et c'est eux qui sont avertis en premier de la soumission de l'article. Et le premier qui lève la main pour prendre en main le papier, c'est cette personne-là qui sera la personne qui va conduire l'évaluation. Le managing board est chargé de surveiller les conflits d'intérêts potentiels entre les recommandeurs et les auteurs, et entre les reviewers, recommandeurs et auteurs. Donc, ce n'est pas n'importe qui peut lever la main pour prendre en main le papier.
c'est des gens qui sont a priori pas en conflit d'intérêts tel que défini par PCI sur son site web qui est assez clair. Et voilà. Si aucun des recommandeurs suggérés n'est disponible ou ne veut prendre en main le papier, il y a tous les autres recommandeurs qui ensuite peuvent décider de prendre en main ou pas l'évaluation du papier. Voilà. Alors, justement, on a une autre main Merci levée Ouais. pour une question. Oui, du coup, vous allez peut-être revenir sur ce point par la suite. Vous commenciez en expliquant que il y avait finalement peu de personnes qui reviewaient beaucoup d'articles et que Ouais. ça pouvait être associé à la reconnaissance de cette tâche. Par rapport à, du coup, dans PCI, est-ce que ce problème n'est pas encore, je sais pas, accru ou... Alors, il existe aussi, hein, c'est-à-dire que c'est pas si facile que ça de trouver des reviewers pour des papiers. Hein. Ce qu'on peut peut-être se dire, c'est qu'il existe peut-être moins qu'on aurait prévu qu'il existe, parce qu'il y a pas mal de gens qui sont assez motivés pour devenir reviewers pour PCI, plus que pour d'autres organismes. Il y a pas mal de reviewers qui préfèrent travailler pour PCI plutôt que pour Elsevier, par exemple, parce qu'ils ont des principes qui sont quasi des principes politiques, qui fait qu'ils sont plus motivés par quelque chose qui est plus fondé sur la communauté, etc., qui ne fait pas de profit, etc. etc. Donc en fait, c'est pas facile de trouver des reviewers, mais globalement, je pense qu'on a un peu moins de problèmes que beaucoup de journaux, quoi. Alors, une autre question d'Alessandra et ensuite de Bernardo. Oui, moi j'avais la question par rapport à ça, parce que cette review, elle est publique, non? Parce que c'est plus facile de trouver des gens, mais des fois ils sont rafraîchis par le fait que... Ouais, ça c'est pas faux, ça. C'est pas faux. Alors les reviews, elles sont publiques uniquement dans le cas où l'article est accepté à la fin. C'est-à-dire quand il est accepté, on publie les reviews là, mais si l'article est rejeté, on ne publie pas les reviews. D'accord? Mais bon, de toute manière, il y a quand même la possibilité que les reviews soient publiées, et ça peut refroidir des reviewers, effectivement. Modulo, il y a quand même un truc qui module ça, c'est que les reviewers ne sont pas obligés de signer leur review, d'accord? Donc la review peut être publiée sans que les reviewers signent leur review. Ils peuvent rester anonymes s'ils le désirent. Et il se trouve que, là, si on regarde un peu tout ce qui s'est passé depuis 5 ans, là, il y a environ 40% des reviewers qui signent pas. Je crois que c'est ça. Enfin, je crois que c'est à peu près ça. Je me trompe pas énormément en disant ça. Voilà. D'accord, ok, merci. Oui, je dirais aussi que sur ces questions de la facilité ou difficulté de trouver des réviseurs, que aussi je pense que le PCI, il y a un système de donner les crédits, de créditer aux reviewers, et que ça peut être aussi un facteur qui va motiver les gens à participer, parce que comme ça, c'est pas on fait les reviews et c'est ça, merci beaucoup, au revoir, mais ça c'est noté comme une contribution scientifique qu'on peut mettre dans les CV. Oui, exactement. Voilà, c'est bien dit. Merci beaucoup, Bernardo. Est-ce que je continue ou on prend d'autres questions? Non, c'est bon. Ok, très bien. Alors, mettons qu'on ait suivi tout ce processus-là. On arrive avec 2 objets à la fin. Donc, un préprint qui a été recommandé, enfin qui a été évalué et recommandé par la PCI. Donc, vous voyez, il y a un format qui est très particulier. Là, on voit le nom de la PCI. Il y a des badges, il y a le nom du recommandeur, des reviewers, etc. Donc, ça, c'est un préprint formaté. Donc, on donne des templates, on donne des modèles aux auteurs pour qu'ils formatent leur article comme ça. Et puis, il y a un texte de recommandation publié sur le site web, ce que je disais, avec tout le processus éditorial en dessous, les reviews, les réponses des auteurs, etc. Et donc, tout ça est en open access. L'article est open peer review, il y a des open data et open code, puisqu'on exige la mise à disposition des données, codes, scripts, etc. Et donc, l'article, là, c'est un article qui a été finalisé, il est validé par la communauté scientifique, il est cherchable et trouvable sur l'Internet, et il est citable. Vous pouvez le mettre dans vos CV, vous pouvez le citer dans d'autres articles. C'est un objet qui a la même valeur scientifique qu'un article publié dans une revue scientifique. C'est vraiment ça l'idée. Ceci dit, il y a beaucoup d'auteurs qui nous ont dit « Oui, mais nous, on préférerait quand même publier nos articles dans des revues scientifiques parce que les commissions d'évaluation ne reconnaissent pas les préprints, parce que pour se faire recruter, c'est plus difficile si on n'a que des préprints, etc. »
Alors au début, on ne savait pas trop comment réagir à ça et on a décidé récemment d'offrir effectivement la possibilité aux auteurs d'articles recommandés par une PCI de publier leur article dans des journaux classiques ou moins classiques, vous allez voir. Donc en gros, on leur suggère plusieurs possibilités. Donc vous êtes un auteur qui vient d'avoir un préprint recommandé par une PCI. La première possibilité qu'on vous offre, en fait, c'est de transférer directement votre article recommandé dans le Peer Community Journal. Donc cette revue-là, elle a été créée en décembre, début décembre 2021, donc elle a 1 mois et demi, hein, à peu près. C'est une revue qui est en open access, gratuit, c'est-à-dire Diamond Open Access. Les auteurs ne payent pas d'APC et les lecteurs ne payent pas pour la lecture. Et pardon, oui. Il y a Alessandra a encore une question. Vas-y, Alex. Non, mais c'était juste pour commentaire, pour dire que néanmoins, la situation a évolué aussi chez les évaluateurs et le CNRS, le RC, ils reconnaissent les journaux. Non, de plus en plus. Quand même. Ouais, je reviendrai là-dessus. Mais ça, c'est assez français, en fait. Hein. Il y a quand même beaucoup d'organismes, et en particulier aux États-Unis, où c'est encore... c'est difficile. Mais on pourra revenir sur cette idée d'évaluation, de commission d'évaluation, tout ça. Alors, il n'en reste pas moins que même si les préprints sont de plus en plus reconnus, et en particulier les préprints recommandés, que voilà, il y a toujours un peu de besoin de publier dans des revues scientifiques. Donc, première suggestion, donc le Peer Community Journal, sur lequel je reviendrai après. Deuxième suggestion, c'est soumettre vos articles recommandés à un des PCI Friendly Journals, dont je vais vous parler tout de suite après, ou bien de soumettre votre article à n'importe quel autre journal qui accepterait des soumissions de préprint d'une part et préprint recommandés d'autre part. Alors, juste un focus sur les PCI Friendly Journals. Donc, c'est des journaux qui ont une sorte d'accord avec PCI et un accord plus ou moins important sur le fait qu'ils vont utiliser les évaluations de PCI. La première catégorie de PCI Friendly Journals, c'est une catégorie qui accepte les articles soumis sans peer review supplémentaire. Donc ça, c'est un niveau assez important d'accord avec PCI. Donc là-dedans, évidemment, il y a le Peer Community Journals, mais il y en a d'autres. Okay, donc vous voyez la liste ici. Et puis vous voyez ici une liste d'un grand nombre de ces journaux qui sont PCI Friendly Journals sans review supplémentaire, mais ils sont spécifiques de PCI Registered Report. Donc ça, c'est un peu particulier. Le PCI Registered Report, c'est une PCI qui est multidisciplinaire, mais qui ne concerne que les Registered Reports. Ils ne font d'évaluation que sur les Registered Reports, qui est un objet particulier, une sorte d'article qui est issu de pre-registrations. Donc on pourra reparler de ça si vous voulez, et là-dedans, il y a des journaux assez reconnus dans leur domaine. Il y a une deuxième catégorie de PCI Friendly Journals, qui est une catégorie de journaux avec une sorte d'engagement intermédiaire, dans lesquels les éditeurs en chef s'engagent à donner aux auteurs une réponse très très rapide, en moins de 5 jours, pour savoir si le journal va accepter sans peer review supplémentaire l'article, si le journal aura besoin de faire des reviews supplémentaires, ou si le journal n'est pas intéressé. Donc, dans cette catégorie de journaux qui donnent des réponses très rapides, il y a toute cette série de journaux-là, dont Ecology Letters, PLOS Biol, etc., etc. Il y a une troisième catégorie de PCI Friendly Journals qui sont des journaux avec un niveau d'engagement assez bas qui disent qu'ils utiliseront les évaluations de PCI, peut-être, si adéquates et si appropriées. Donc là, dans cette catégorie-là, il y a aussi un grand nombre de revues scientifiques, mais avec, encore une fois, un niveau d'engagement assez faible. Mais ça peut quand même accélérer les processus d'évaluation dans ces journaux. On a eu, comme ça, pas mal de bonnes surprises avec eLife, qui a publié un nombre non négligeable de préprints recommandés par PCI assez rapidement. Donc ça, c'était les PCI Friendly Journals. Et là, je vous présente maintenant le Peer Community Journal. Donc, je vous ai dit, hein, il date de décembre. C'est un journal tout jeune. Il est en Diamond Open Access parce qu'il est gratuit pour les auteurs et gratuit pour les lecteurs. Il est publié par le Centre Mersenne, qui est un publisher public qui dépend du CNRS et de l'Université de Grenoble et qui a l'habitude de publier des revues de mathématiques. Les articles recommandés par n'importe laquelle des PCI sont publiés sans condition par le Peer Community Journal et le plus vite possible. Okay, on fait tous les efforts qu'on peut pour que ce soit assez rapide. Sans condition, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de review supplémentaire et tout ça.
On a publié environ 80 articles là, depuis le mois de décembre et on vient d'ouvrir le volume 2 là, depuis 2022 et on a déjà publié 5 ou 6 papiers là, depuis le 1er janvier. Et donc, ce qui est écrit ici, c'est que le succès de cette revue ne dépend que de vous parce que, en fait, en gros, si vous utilisez PCI et si vous voulez publier dans Peer Community Journal, eh bien, le journal sera reconnu si vous vous en servez, quoi. Donc voilà. Donc ici, vous avez deux exemples, un article publié ici, et puis la page d'accueil du Peer Community Journal. Ici. Voilà. Donc, si je résume les solutions qu'on vous propose là, en gros, si vous n'êtes pas satisfait là, des décisions éditoriales qui sont prises par les PCI Friendly Journals, parce que, par exemple, ils demandent à faire des nouvelles reviews et vous allez perdre du temps, ou bien par les autres journaux, parce qu'ils vont faire des nouvelles reviews et vous allez perdre du temps, alors ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez retirer votre article, qui n'est pas vraiment soumis en réalité, hein, et vous pouvez ici faire un autre choix, aller à nouveau vers le Peer Community Journal ou aller choisir une nouvelle PCI Friendly Journal ou un autre journal. Et vous pouvez faire ça plusieurs fois, le temps qu'il vous faut, toujours, et c'est ça qui est important, c'est toujours avec les mêmes évaluations. Donc il y a un seul jeu d'évaluation, un seul jeu de peer review qui a été créé par PCI et sur lequel vous pouvez vous fonder pour soumettre à différents journaux votre article successivement. Okay, donc il n'y a pas de gâchis de peer review en soumettant à plusieurs journaux. C'est toujours les mêmes reviews qui sont utilisées pour les différentes soumissions ici. Et donc vous pouvez boucler comme ça très rapidement. Et vous pouvez savoir en quelques jours si un ou plusieurs des PCI Friendly Journals va être intéressé par votre article ou si il faudra faire des reviews supplémentaires. Et vous aurez de toute façon 100% de chance de publier rapidement dans un journal en open access Diamond, okay, free, et qui sera indexé, on l'espère, le plus rapidement possible dans les grandes bases de données. Pardon, ouais. Pardon Thomas, il y a une question de Christophe. Ouais. Oui, bonjour Thomas. Bonjour. Ouais. Ouais, Christophe Diagne, chercheur IRD au CVGP. Ouais. J'ai une petite question là. Tu présentais donc les différentes catégories de journaux par rapport à leur acceptation, on va dire, de l'initiative PCI. Est-ce que, à contrario, et en faisant un peu l'avocat du diable, tu as des journaux qui, eux, sont beaucoup moins enclins à accepter des journaux qui auraient été utilisés dans beaucoup moins friendly. Alors oui, il y en a. Alors il y en a très peu, hein, mais il y en a. Et tiens, je vais te les mettre. Alors le chat marche pas, donc je peux pas te les mettre dans le chat. Mais si tu vas dans le site peercommunityin.org et que tu vas dans l'onglet PCI and Journals, il y a une rubrique qui s'appelle quoi? Ah tiens, c'est bizarre, il me semble. Ah oui, c'est dans Other Journals, voilà. Other Journals. Et là, il y en a 3, je crois que c'est ça. Journals that are not PCI friendly. Et donc, il y en a quelques-uns. Alors, il y a ceux qui sont super pas friendly, okay, qui acceptent même pas les soumissions de PCI, d'accord? Donc ça, c'est Behavioral Ecology, Cladistics et Journal of Animal Science. Donc, il y en a 3, bon, tu vois. Et puis, il y en a qui nous ont dit, vous pouvez soumettre, mais on n'utilisera pas les évaluations de PCI. Et donc ça, c'est un peu dommage parce que c'est American Naturalist, qu'on aime bien par ailleurs, et puis les journaux de la Royal Society, sauf la Royal Society Open Science, RSOS, qui eux sont ultra PCI friendly pour PCI Registered Report et qui acceptent les articles de PCI Registered Report sans review supplémentaire. Bon, voilà, mais ça, c'est appelé à évoluer, quoi. Tu vois, peut-être que d'ici un an, il n'y en aura plus du tout, peut-être qu'il y en aura plein. Je sais pas. Non, je pense pas, ça va évoluer dans le bon sens. Ok, je te remercie. Voilà. Et une autre question d'Alessandra. Moi, j'avais un commentaire sur la relativité de la notion de friendly. Parce que je suis vraiment pour que le Peer Community Journal se développe. Parce que dans les friendly, il y a des journaux qui ont des modèles économiques qui sont négatifs, puisque c'est des journaux qui s'enrichissent énormément et qui en plus là vont bénéficier du fait qu'on fasse des reviews pour eux, indépendamment d'eux, sans qu'ils fassent leur boulot d'éditeur et qui continuent à s'en mettre plein la poche. Donc si nous, on pouvait faire attention ensuite au choix des revues par rapport à leur modèle économique, notamment grâce à l'outil Daphné, pour lesquels il y a eu une présentation la semaine dernière au Muséum, ça serait pas mal et qu'on essaye de faciliter plutôt le Peer Community Journal qui est lui Diamond. Alors, pour vous faciliter la tâche, parce qu'effectivement, vous avez super raison, il faut choisir ces journaux en fonction des modèles économiques, c'est important, et pas que, mais aussi pour ça.
Donc, dans le site internet peercommunityin.org, PCI and Journals, là, dans cet onglet-là, il y a un tableau avec tous les PCI Friendly Journals et avec leur modèle économique. Il est indiqué, le modèle économique. Donc, si c'est Diamond Open Access, c'est indiqué. Si c'est hybride, je crois qu'on l'indique aussi, il me semble. Hein. Enfin, c'est à vérifier. Mais donc, vous pouvez vous faire votre choix sur la base de ce tableau-là. Voilà. Et effectivement, il y en a qui ont des modèles économiques qui ne sont pas très intéressants. Hein. Il y aurait Laura aussi qui aurait une question ou un commentaire. Oui, je me demandais, les articles qui ont été publiés du coup en PCI, ensuite ça veut quand même dire qu'ils restent en open access et du coup, techniquement, il n'y a pas besoin de passer par la review pour y avoir accès. Alors, ils sont en open access sous forme de préprint recommandé dans les serveurs de préprint et les archives ouvertes, donc ils sont là. Et c'est presque la même version modulo, un peu de formatage différent, qui est présente également sur le journal, dans le Peer Community Journal, en open access aussi. Donc il y a plusieurs sources d'open access là. Vous pouvez choisir celle que vous voulez. Hein. Là, il y a zéro problème. Hein. Citer celle que vous voulez, etc. Voilà. Donc, non, voilà, c'est tout. Ça répond à votre question là? Oui, non, en fait, je me demandais en fait, par rapport plutôt aux autres revues. Est-ce que ça veut dire qu'elles, en quelque sorte, elles reprennent un article qui est déjà en ligne? Ouais, c'est ça. Mais bon, s'ils font des évaluations supplémentaires, s'ils font des reviews supplémentaires, il est possible que l'article qui soit publié par leurs soins soit un peu différent de ce qui a été mis sous forme de préprint recommandé sur les archives ouvertes. Mais s'ils acceptent directement les articles, effectivement, c'est la même chose. Bon, ceci dit, les journaux qui sont ultra PCI friendly et qui acceptent directement sans review supplémentaire, là, ceux-là, là, c'est que des journaux qui sont en open access. Donc, de toute manière, vous ne payez pas pour... Enfin, vous, à Carologia, je ne sais pas si c'est Belgium Journal, il n'est pas payant, il est Diamond Open Access. Journal of Ethics Studies, il est Diamond Open Access. Enfin, ils ne sont pas tous Diamond, mais un grand nombre le sont. Ok, merci. Voilà, peut-être que je continue. Oui, tout à fait. Allez, je continue. Alors, j'en suis... Alors, voilà, si vous utilisez PCI, les conséquences, c'est qu'il va y avoir des grosses économies faites par les agences de recherche, parce que chez nous, un papier, ça coûte à peu près 150 € par article, au lieu des 3000 dont on a parlé. 150 €, on a fait ce calcul en étant à l'équilibre, c'est-à-dire en ayant suffisamment de soumissions, ce qui n'est pas encore le cas actuellement. Donc, actuellement, ça coûte plus cher. Mais normalement, ça devrait coûter de moins en moins cher au fur et à mesure qu'il y a beaucoup de papiers qui arrivent. Les résultats sont accessibles tout de suite parce qu'on utilise des préprints. Il y a une transparence assez optimisée. La politique éditoriale de certains journaux, des journaux, est remplacée par... cette politique éditoriale, parfois, elle est un peu floue. Et donc là, elle est remplacée par un texte de recommandation qui est argumenté et qui est normalement clair. On offre la possibilité d'utiliser une seule évaluation pour un grand nombre de journaux, et ça, c'est assez pratique, et c'est une nouvelle façon de voir l'évaluation. Et puis, utiliser PCI, c'est un peu un moyen, voilà, de casser le business des gros publishers si vous en avez envie, parce que ça utilise un modèle qui est plutôt Diamond Open Access. Donc, où est-ce qu'on en est avec PCI actuellement? Eh ben, on a 14 peer communities qui marchent actuellement. On a reçu un peu moins de 500 articles soumis, donc c'est encore frais, hein, c'est jeune, hein, c'est pas beaucoup d'articles soumis. On en a recommandé un peu moins de 300. On a un temps médian avant-première décision qui est de l'ordre de 45 jours. On a beaucoup de recommandeurs. Hein, je vous ai dit, à Ecology, on en a 400. PCI Evolutionary Biology, on en a plus de 400 aussi. 90 PCI Friendly Journals, et puis un grand nombre d'organisations qui nous soutiennent financièrement et symboliquement. Et ça, c'est important parce qu'on n'a pas de revenus d'édition. Et donc, ce qu'on a, c'est des soutiens financiers de sociétés savantes et d'universités et d'organismes de recherche. Et ce qui nous permet de fonctionner, en plus des salaires qu'on reçoit de l'INRA. Donc, les PCI qui existent actuellement, c'est celle-là. Donc, la première, c'était Evolbiol. Après, on a fait des PCI connexes en écologie et en paléontologie. Et puis, on a créé en 2021 PCI Registered Report, PCI Ecotox et PCI Infections. Pardon Thomas, il y a une question de Rosélie. Oui. Désolée, bonjour. Bonjour. Une question par rapport aux recommandeurs. Oui. C'est
comment ça se fait? Parce que selon les recommandeurs, on peut avoir l'article accepté directement. Ça veut dire considéré comme accepté par des peers ou au contraire. Comment dans ce système, les évaluations négatives ou les critiques qui feraient dans un système classique amener à la révision majeure ou mineure. Comment ça se passe? C'est exactement la même chose en fait. Parce que regardez, c'est la même chose. Regardez, je vous montre là. Qu'est-ce qui qualifie un recommandeur? Alors il y a différentes questions là. Donc dans PCI, il y a la même chose que pour un journal, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des révisions qui sont demandées ici là, des révisions aux auteurs, et du coup les auteurs, s'ils veulent, font leurs révisions et peuvent poster des versions différentes de leur article. Ça c'est une première partie de la question. Donc il n'y a pas de différence avec les journaux de ce point de vue-là. Après, l'autre partie de la question, c'est comment on qualifie les recommandeurs, comment ils sont choisis. Alors ça, j'ai déjà dit tout à l'heure qu'il y avait un managing board qui était chargé du recrutement des recommandeurs dans chacune des PCI. Et les critères de qualité, c'est un peu les mêmes que ceux qu'on a pour des éditeurs associés dans des revues scientifiques. C'est des critères de qualité de la science qu'ils produisent. Est-ce qu'ils ont été préalablement reviewers pour la PCI et ils ont montré qu'ils étaient super reviewers et que peut-être qu'ils avaient des qualités éditoriales particulières. C'est aussi, est-ce qu'ils ont montré, est-ce qu'ils ont donné la démonstration qu'ils savaient écrire des articles, publier de la science de bonne qualité, etc. Bon, voilà. Donc en fait, il n'y a pas vraiment de différence de fond avec la façon dont on recrute des éditeurs associés dans des journaux. C'est un peu la même chose. Et il y a le même niveau de subjectivité entre les recommandeurs qu'il peut y avoir entre des éditeurs associés dans des revues scientifiques. Ok, merci. Ok, donc je continue, j'en étais là. Et voilà, donc il y a des institutions qui nous soutiennent, donc c'est beaucoup de sociétés savantes, dont la SSE, la SFE2, les EB, etc. C'est surtout de l'écologie et de l'évolution, d'ailleurs, pour l'instant, comme vous le voyez là. Et puis des institutions, des universités, donc l'INRAE est le principal sponsor, puisqu'il paye nos salaires quand même, alors qu'on fait pratiquement que ça. Et puis on a beaucoup de soutien de la part du CNRS actuellement, et puis d'universités françaises, il y a beaucoup d'universités françaises, et puis quelques universités étrangères, dont des universités belges, un institut suisse ici, il y a 2 Max Planck là, qui nous soutiennent aussi symboliquement. Et puis des bibliothèques universitaires étrangères comme la Royal Danish Library, voilà, et puis des universités d'Amérique du Nord, des bibliothèques d'universités d'Amérique du Nord. Par ailleurs, on a reçu un financement du FNSO, là, le Fonds national de la science ouverte français, pour développer des aspects informatiques. On a gagné un prix des bibliothécaires universitaires Liber, un prix sur l'innovation. Et puis, on travaille à un projet international là, qui est piloté par COAR, qui est la Confédération of Open Access Repositories, où l'idée, c'est de faire de l'interopérabilité entre les archives ouvertes et les services de reviewing comme PCI. Et donc, on est projet pilote là-dedans entre HAL et PCI. Et d'ailleurs, on est en train de terminer là l'interopérabilité, les notifications automatiques entre HAL et PCI, et ça devrait bientôt être fonctionnel. Voilà, donc si vous êtes motivé pour aider PCI, participer et contribuer, ce que vous pouvez faire, la première chose, évidemment, c'est de soumettre vos articles à une des PCI, ça c'est le plus important, parce que si vous soumettez vos articles, ça fait de l'activité, ça donne de la matière, quoi, et puis après on pourra éventuellement publier vos articles dans Peer Community Journal. Vous pouvez en parler tout simplement entre vous, collègues, avec étudiants, avec vos collègues étrangers en particulier, parce que c'est eux qui en connaissent le moins sur PCI. Vous pouvez nous donner des contacts pour obtenir des soutiens. Vous pouvez réfléchir à fonder des nouvelles PCI si vous pensez qu'il y a des domaines pas encore couverts qui pourraient vous intéresser.
Si vous voulez contribuer comme reviewer, ce qu'on vous conseille, c'est de vous inscrire sur les sites des PCI et de remplir correctement vos profils. Comme ça, les recommandeurs peuvent vous trouver lorsqu'ils veulent chercher à inviter des reviewers. Ils peuvent aussi inviter des gens à l'extérieur, évidemment, hein, mais c'est plus facile si vous êtes sur les sites de PCI. Et puis, vous pouvez être intéressé pour devenir un recommandeur, auquel cas, il suffit de nous contacter et puis on alertera les managing boards des PCI pour discuter de votre candidature. Voilà, et donc j'ai terminé, je vous remercie beaucoup. Et donc, s'il y a encore quelques questions, je peux y répondre avec plaisir. Merci. Alors oui, on a encore des questions. Donc Alessandra, vas-y. Oui, c'est encore moi. Non, c'est une question sur la pérennisation du modèle économique. Selon vous, est-ce que vous pensez que ça devrait aller? Est-ce que le fait de développer le journal, ça va augmenter les coûts et que ça dépassera le 150 € par article ou pas? Ouais, alors le choix qu'on a fait de notre éditeur, là, du publisher avec lequel on travaille, a été très, très fondé sur cette idée qu'il fallait qu'on ait un coût qui soit indépendant du volume de publication. Et c'est ce qui se passe avec le Centre Mersenne, c'est-à-dire qu'on n'est pas facturé à l'article, on a juste un droit d'entrée et puis une petite contribution annuelle. Donc, quel que soit notre volume, on ne paiera pas plus pour le journal. Donc ça, c'est très, très important. Ouais. Et la deuxième chose, c'est que pour la pérennité de PCI dans son ensemble et du journal, en fait, on a demandé pas mal de soutien financier à des institutions, là, et on a obtenu pas mal de soutien financier des institutions. À chaque fois, c'est des petits soutiens financiers, mais d'un grand nombre d'institutions. Il y en a plus d'une centaine dont je vous avais parlé tout à l'heure. Et au total, on arrive avec un budget là qui nous permet de tenir, on a fait un petit calcul, environ, pour l'instant, on a un budget qui nous permettra au moins de tenir pendant 15 ans ou 20 ans, vu le fonctionnement qu'on a entre PCI et Peer Community Journal. On a un budget de fonctionnement qui est très très faible. On dépense pratiquement rien, hein. À part nos salaires, là, à part les salaires des 3 là, qui travaillent sur PCI, le reste, c'est vraiment très, très peu d'argent. Et par contre, voilà, si ça se développe, il faudra plus d'humains. Voilà, si ça se développe beaucoup, si on a beaucoup plus de soumissions, ce qu'on compte faire, c'est taper à la porte des institutions de recherche, des organismes de recherche, pour nous donner de l'aide. Et c'est ce qui a été fait avec l'INRA, avec Marjolaine, là, quand elle a été recrutée en mobilité, l'INRA a considéré que c'était important de mettre un managing editor pour travailler avec nous. Et on compte faire la même chose avec le CNRS, avec certaines universités, etc. Parce qu'il y a une telle possibilité d'économie, là, avec PCI, tellement que normalement, il devrait y avoir vraiment une grande facilité à nous aider d'un point de vue humain pour les organisations de recherche. D'accord. Ok, super, merci. J'avais juste une autre question. Est-ce qu'on a les stats d'où viennent les soumissions pour l'instant? C'est du francophone? Alors, c'est pas 100%, mais enfin, disons que c'est quand même beaucoup francophone, d'accord. On doit avoir plus de 70% des soumissions qui sont françaises actuellement. Et donc, c'est un problème. Hein. On essaye d'internationaliser beaucoup plus ça. Et c'est en contradiction avec le fait que 80% des recommandeurs sont non francophones, okay, et que 80% des managing boards et des recommandeurs sont étrangers. Mais les auteurs sont très essentiellement français, effectivement. Et ça, il faut que ça change, quoi. Okay, ce qui ne veut pas dire que les Français ne doivent pas soumettre, hein, c'est pas ça, hein, mais il faut que les étrangers soumettent plus. Voilà. Maintenant, c'est Marion qui a encore une question. Oui, alors moi, ce sont des questions un peu plus pratiques. Je me demandais mais ça doit être sur le site web, s'il y avait une liste de tous les différents PCI. Je vous les avais cités très vite et moi, je n'ai pas eu le temps. Même le PCI RR, désolée, je n'arrive pas à le prononcer en anglais. Voilà. Je voulais savoir s'il y avait un moyen de le retrouver sur le site, de savoir du coup dans quelle discipline il y avait des PCI, d'une part. Et je pose tout de suite mon autre question, comme ça je vous laisse tranquille. Est-ce que le support, vous pourrez nous l'envoyer indépendamment de l'enregistrement pour avoir le support? Aucun problème. Donc la première question, il y a ce détail qui est sur le site de PCI, donc peercommunityin.org. Il y a un onglet qui est Current PCIs. Donc là, il y a les 14 PCI là, qui sont représentés avec des liens, donc il suffit d'y aller, il n'y a pas de problème.
Et la deuxième question, oui, je vais envoyer mon PowerPoint aux organisateurs de la réunion, là, qui probablement vous pourra vous les transmettre après. On fera comme ça, peut-être. Okay. Super, merci beaucoup. Avec plaisir. Merci. Moi, j'aurais... allez, il y a d'autres questions. Je garde ma question pour après. Alors, question de Grégoire et ensuite de Martine. Je pense que le micro de Grégoire ne marche pas. Pardon. Vous m'entendez? Oui. Oui, merci beaucoup pour la présentation, encore une fois. Les PCI qui sont ouvertes aujourd'hui, elles sont surtout en lien globalement avec l'écologie ou du moins l'histoire naturelle. Est-ce que c'est appelé à se développer pour d'autres disciplines scientifiques et qu'on en ait une par discipline en définitive, quoi? Alors, c'est le but, hein. Donc, c'est ce qu'on cherche à faire. Ce qu'il y a, c'est que ce n'est pas nous qui ouvrons les PCI, c'est les chercheurs qui proposent d'ouvrir des PCI et puis nous, on leur offre la possibilité de le faire. Donc, il faut que ça vienne des chercheurs, hein. Et alors, pour l'instant, on n'a rien en physique, on n'a rien en chimie, on n'a rien en maths, pas vraiment. Enfin, il y a Mathematical and Computational Biology, mais c'est assez réduit. Et donc, il faut absolument qu'on s'étende dans d'autres domaines. Ça, oui, c'est prévu. Mais il faut que ça vienne de la base. Ok, merci. Oui, bonjour. Et d'abord, je voulais vous dire que je ne me suis pas du tout ennuyée. Voilà. Ensuite, moi, j'avais un peu la même question. J'étais étonnée qu'il n'y ait pas du tout des domaines. Enfin, j'ai vu que vous aviez beaucoup étendu sur la biologie, mais que vous n'avez pas de physique en particulier. Est-ce que vous avez fait une démarche vis-à-vis des physiciens pour faire comme vous avez fait vis-à-vis de nous présenter votre structure? Alors, on l'a moins fait, hein, ça c'est vrai. On l'a beaucoup moins fait que ce qu'on devrait faire. Hein, donc, il faut qu'on mette de l'énergie là-dessus. On est en contact avec... alors, ça, c'est que en France. Hein. On est en contact avec les commissions du CONRS qui ne sont pas en biologie, là, du genre les matheux, les physiciens, les chimistes, et également au niveau de l'Académie des sciences avec des gens qui sont dans d'autres domaines. Voilà, donc ça c'est des premiers pas, mais il faut qu'on insiste plus, il faut qu'on le fasse. Après, il y a des domaines scientifiques où ils n'ont vraiment pas besoin de nous. Par exemple, en SHS, ils ont des modèles de publication qui sont très différents. Ils sont déjà Diamond Open Access avec des publishers universitaires ou carrément de départements ou de laboratoires particuliers. Et donc, ils ont assez peu de problèmes de publication. Et puis, il y a Open Edition qui marche très fort en sciences humaines et sociales. Donc, eux, ils nous aiment bien, mais ils n'ont pas vraiment besoin de nous. Les matheux, souvent, ils sont moins stressés et moins tendus que nous en termes de publication. Les APC, ils ne comprennent pas ce que c'est, ils ne savent même pas ce que c'est, souvent, hein, parce qu'ils trouvent que c'est débile et que ça ne sert à rien d'utiliser ça. Et ils n'ont pas tort, d'ailleurs. Et les physiciens, eux, je ne sais pas. Les physiciens, on n'a pas encore bien compris comment ça marchait. Donc, il faudra qu'on aille les voir. Oui, enfin, je pense effectivement que ce serait une bonne idée. Merci en tous les cas. Mais avec plaisir. Ok, alors une question de Pablo. Oui, vous m'entendez? Oui. Ouais, merci pour la présentation, c'est très intéressant et je trouve ça triste que ça se développe que maintenant et pas bien avant. La question qui revient souvent et dont j'arrive toujours pas à trouver la réponse et dont j'ai pu discuter avec mes encadrants, parce que je suis doctorant par exemple, c'est, je pense qu'à beaucoup de gens on peut demander cette question-là, c'est est-ce que vous recommanderiez à un doctorant en début de carrière de publier dans ce genre de journaux et de passer par ce genre de choses? Alors moi, ce que je conseille aux jeunes là, qui sont en doctorat, en postdoc, etc., c'est d'utiliser PCI pour aller vers les PCI-friendly journals, qui sont pour le coup, pour pas mal d'entre eux, des journaux qui sont très reconnus, qui sont considérés à tort ou à raison très positivement par les commissions d'évaluation, etc. Donc, éventuellement, ne pas publier dans le Peer Community Journal à la fin. Peut-être que si, parce que peut-être qu'il sera reconnu bientôt, ce journal, hein, par les commissions d'évaluation. Il aura peut-être un impact factor, qui sait, enfin, on n'en sait rien, on s'en fiche un peu et on n'en sait rien. Mais en revanche, utiliser les PCI-friendly journals comme
porte de sortie des articles recommandés par PCI. Donc, ce qu'on vous conseille, c'est d'améliorer vos préprints par PCI, d'avoir de l'évaluation faite par PCI et d'utiliser ces sets d'évaluation pour essayer différents journaux reconnus par les commissions d'évaluation. Et si vous faites ça, à mon avis, vous profitez très clairement du système et vous avez intérêt à le faire par rapport au système classique. Alessandra, tu voulais rajouter quelque chose? Je voulais juste rebondir sur ça pour dire qu'il y a pas mal de comités d'évaluation. Donc là, le CNRS officiellement qui s'est prononcé aussi là-dessus, qui est plus censé regarder les impact facteurs théoriquement. Et donc, il est fortement suggéré d'associer un petit texte quand vous présentez vos papiers ou l'intégralité de ce qui se fait pour justifier votre choix éditorial. Et donc, ça peut être un argument qui est fortement reconnu. Ouais. Donc les choses sont en train de changer très fortement. Et ça va devenir de plus en plus des évaluations qualitatives avec du narratif, etc. Et donc là, PCI a tout à fait sa place, quoi. Ouais, d'ailleurs, même au niveau des ERC, maintenant, il ne faut plus écrire les facteurs d'impact, je crois. Ça commence à bouger de ce côté-là. Moi, je veux juste, c'est une question, je reviens sur comment est-ce qu'on crée un PCI. Je dois juste ajouter quelque chose, c'est parce qu'en fait, il y a un chercheur dans notre département, donc à Vive, où vous avez fait aussi une présentation, je crois. Il m'a dit ne pas hésiter à dire qu'eux, ils sont en train de créer un PCI microbiologie, voilà, si ça intéresse des gens qui écoutent. Et donc, moi, je veux juste revenir sur ce point, parce que c'est pas très clair pour moi. Donc, quand vous dites on identifie un manque avec une communauté associée, donc ensuite, en gros, vous nous conseillez, voilà, on se réunit environ avec 10 noms et on vous contacte et on vous propose en gros d'ouvrir un nouveau PCI. Alors ouais, c'est un peu ça l'idée. Alors, on a sur notre site web un post de blog qui est très exactement ça. C'est The Steps in the Creation of a New PCI. Donc, vous allez sur peercommunity.org, il y a un truc qui s'appelle News, et là, il y a un des blogs, c'est exactement ce sujet-là. Donc, je vous conseille de lire ça, ça donne des conseils sur comment il faut faire, combien de gens doivent se réunir au départ, etc. etc. Donc, plutôt que je vous ennuie à vous expliquer ça maintenant, il vaut mieux lire ce post de blog si ça vous va. D'accord, pas de souci. Sinon, l'idée générale, c'est ça, c'est que vous vous mettez avec 2-3 personnes qui seront en gros les fondateurs de votre prochaine PCI. Vous réfléchissez à un sujet, à un domaine particulier. Vous vérifiez que dans ce domaine, il y a effectivement de l'utilisation de préprint, parce qu'il faut que c'est une condition de base. Si personne n'utilise des préprints dans ce domaine, il faut peut-être mieux pas essayer, ça ne marchera pas. Il faut essayer de dimensionner la PCI et donc le domaine pour que à la fois ce soit gérable et donc pas trop gros, et à la fois que ce soit suffisamment gros pour qu'il y ait quand même des soumissions qui arrivent. Ensuite, il faut monter un petit dossier explicatif dont les éléments sont indiqués dans le blog dont je vous parle là, et en particulier dans les éléments importants, c'est avoir une idée a priori des gens qui acceptent, qui sont déjà partants pour faire partie des premiers recommandeurs. Donc, si vous avez déjà une 50aine de collègues étrangers qui sont d'accord pour faire partie des premiers recommandeurs, ça, c'est super bon. C'est vraiment un des éléments très, très importants pour la création d'une nouvelle PCI. Et il y a aussi tout un aspect sur la diversité d'origine de ces recommandeurs-là, des premiers, qui est important. Il ne faut pas que ce soit juste les recommandeurs de l'Europe du Sud-Est, par exemple. Il faudrait que ce soit très varié, avoir le plus possible des gens des autres continents, etc., etc. Et puis ça, ensuite, c'est évalué par l'association Peer Community In. Et dans l'association Peer Community In, jusqu'à présent, il y avait tous les membres de tous les managing boards de toutes les PCI, donc 123 personnes actuellement là. Et en fait, on est en train de changer, les statuts changent là actuellement, et il n'y aura plus qu'une personne par PCI qui sera représentante de cette PCI. Donc là, bientôt, il n'y aura plus que 15 membres. Et c'est ces gens-là qui votent sur oui ou non pour une nouvelle PCI, et en général avec des conseils pour améliorer le projet. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Et on est très preneurs. C'est-à-dire que voilà, nous, on est très motivés par recevoir des propositions. Ok,
Et donc j'aurais encore 2 questions. C'est, alors pas en tant que recommandeur, mais quand on est créateur PCI, on va dire si ça marche bien, concrètement, combien de temps, combien de temps par semaine ça représente? Enfin bon, j'imagine que ça peut représenter énormément. On peut ne pas se mettre de limite. Et deuxièmement, pour le contact avec les journaux, en fait, concrètement, c'est qui l'a fait? Dans la structure, en fait, c'est qui prend le temps d'aller trouver les friendly journal, etc. quoi. Ouais, alors pour les journaux, en fait, on demande à ce que ce soit chaque managing board de chaque PCI qui s'occupe des relations avec les journaux de leur domaine. Donc, ce n'est pas nécessairement les fondateurs de la PCI, ça peut être le managing board, donc le petit groupe de recommandeurs qui gère un peu la science de la PCI, quoi. Mais ça peut être les fondateurs s'ils sont motivés pour le faire, il n'y a pas de souci. En tout cas, ce n'est pas nous qui faisons tout. On peut aider, mais on ne va pas contacter tous les éditeurs en chef de tous les journaux. Et puis, pour la première question, alors combien de temps ça prend? Donc, en gros, ce qu'on demande aux fondateurs, c'est d'organiser le fonctionnement de la PCI. Et donc, assez rapidement, de créer un managing board, donc 5 à 10 recommandeurs qui sont spécifiquement chargés de vérifier que tout se passe bien, de régler les problèmes, s'il y a des embrouilles, c'est eux qui s'en chargent, etc. Et qui sont chargés d'animer la PCI. Et donc, l'animation, c'est recruter les recommandeurs, aller à des congrès, parler de PCI, etc. C'est animé, quoi. Donc ça demande quand même un peu de travail. Un peu de travail, mais mettons que ce travail-là dont je suis en train de parler, mettons que c'est 2-3 heures par semaine. 2-3 heures par semaine. Après, il y a un autre travail qui est important, c'est gérer les flux des manuscrits et s'en occuper. Faire les relances quand il y a des papiers qui tombent en déshérence, des trucs comme ça. Et là, il y a 2 possibilités. Soit c'est la PCI elle-même qui s'en occupe, et il y a des PCI qui fonctionnent comme ça, qui sont complètement indépendants de nous. Soit c'est nous qui nous chargeons dans un premier temps de gérer tous les flux des manuscrits. Et on fait ça pour un certain nombre de PCI. Alors, on espère que ça ne va pas durer trop longtemps, mais on le fait. Et voilà, on est prêt à le faire, il n'y a aucun souci. On est prêt à aider, quoi, au niveau technique et tout ça. Voilà, donc un fondateur qui crée sa PCI et qui s'en occupe bien, on va dire, quelques heures par semaine, quoi. Ok. Et juste, est-ce qu'il y a des règles quand même pour les recommandations, justement par rapport à la disposition des la disponibilité des données et des codes associés pour reproduire en fait les analyses? Ah oui. Est-ce qu'il y a quand même des papiers qui passent et qui sont recommandés alors qu'ils ne fournissent pas les données et qui ne fournissent pas le code? Alors, il y en a peut-être qui sont passés entre les gouttes, mais parce qu'ils nous ont complètement échappé. Et on sait qu'il y en a quelques-uns qui sont passés comme ça, en particulier au début. Mais sinon, normalement, c'est une règle qui est intangible, quoi. Normalement, il faut qu'il y ait des données, il faut qu'il y ait des scripts, ou alors il faut qu'il y ait une super explication de pourquoi c'est pas possible. Et par exemple, il y a certains cas où c'est pas possible et c'est justifié. Par exemple, s'il y a des données sensibles sur des bestioles menacées et que si vous indiquez les coordonnées GPS des sites d'échantillonnage, il y a des chasseurs qui vont aller tirer les bêtes. Donc ça, voilà, ça peut être une bonne raison pour laquelle on ne partage pas les données, pour des raisons éthiques, pour des raisons de ce niveau-là. Mais sinon, alors donc c'est indiqué sur notre site web. Si vous allez voir sur le site de PCI et de Peer Community Journal, tout ça est indiqué clairement. Voilà, c'est décrit. Voilà. Sinon, normalement, toutes les données, les scripts, les codes sont déposés et accessibles. D'accord. Alessandra? Par rapport à ça, c'est qui doit contrôler ça? Ça, c'est les managing boards qui contrôlent ça. Ah, voilà, merci. Non, vous rassurez un recommandeur. Merci. Ouais, non, c'est pas les recommandeurs. Ok. Et y aurait-il encore des questions? Ouais, Bernardo, vas-y, pardon. Tu gères. Non, j'aurais demandé si quelqu'un d'autre a des questions, sinon on peut finir. Nous sommes déjà au bout de notre temps. Il s'est posé beaucoup de questions, c'était bien. Ah oui, beaucoup d'intérêt, oui. Vous avez vu, on était actifs. Parce que tout le monde va commencer à utiliser PCI. C'est super. Si on n'a pas 10 soumissions la semaine prochaine, franchement, je reviens vers vous pour comprendre ce qui se passe. Non, voilà. Super. Okay. Bon, merci beaucoup.
Merci beaucoup à vous pour l'invitation encore et pour les questions et la discussion. C'était super. Voilà. Et n'hésitez pas à nous contacter, contact@peercommunitying.org. Je vous donnerai donc le PowerPoint et puis des liens, tout ça que je donnerai aux organisateurs. Et puis comme ça, ils pourront vous les transmettre. Merci beaucoup. À bientôt. Excellent. Merci à tout le monde. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir.